Men going their own finance, ces hommes qui vont leur propre chemin en matière d'investissement financier, c'est l'équivalent du MGTOW, mais pas appliqué au Micheline, mais appliqué à son patrimoine. Suis-je un man going their own finance ou suis-je un normie en matière d'investissement? Ça va être la question du jour. Le terme n'est pas de moi, le terme est de Julien qui m'a envoyé ce petit message. Il me dit, un vrai MGTOW, donc MGTOW c'est men going their own way, les hommes qui vont leur propre chemin, en dehors du couple, sans Micheline, donc un vrai MGTOW, ce que je suis, ne devrait pas avoir d'immobilier. C'est vrai que j'ai de l'immobilier physique à Paris depuis longtemps. Et je me pose encore des questions si je dois le garder ou pas. Donc, un vrai MGTOW ne devrait pas avoir d'immobilier. Tu t'es attaché à ton IMO comme un normie s'accroche à sa Micheline avec des raisons qui ne tiennent pas la route. Ça va mal se terminer, Marc. Tu n'es pas un man going their own finance. Tu as laissé le poids des normes dicter ta façon d'investir. Alors, un normie, c'est quoi? Un normie, c'est une personne conventionnelle dont les goûts, les opinions et les comportements suivent la norme mainstream. Est-ce que je suis un normie en matière d'investissement? Est-ce que c'est mal d'être un normie, sachant que je fais de l'immobilier une partie de mon patrimoine, environ 35% de mon patrimoine, c'est de l'immobilier à Paris, studio parisien. Le truc, on va dire, classique, ordinaire, de normie. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le men going their own way et men going their own finance? Est-ce que c'est si mal que ça que d'être dans la norme? Faut-il volontairement se marginaliser? La norme est-elle toujours mauvaise? Je ne crois pas. Alors, si je suis devenu MGTOW et que je me suis, entre guillemets, marginalisé, c'est pas par plaisir d'être différent, c'est pas par plaisir de dire moi je ne suis pas en couple alors que les autres sont en couple. Non, ça vient d'un constat personnel qui devrait s'appliquer à tous les hommes, c'est que le couple ne fonctionne pas, le couple ne produit rien de bon, rien de positif. Voilà, c'est ça. Si le couple était minoritaire, je dirais exactement la même chose. D'ailleurs, je crois que la majorité des gens sont célibataires, mais dans ces célibataires, il y a ceux qui sont involontairement célibataires, les incels, et ceux qui sont volontairement célibataires, hors couple, les MGTOW. Donc la norme n'est pas toujours négative. Dans le cas du couple, ça dépend ce que ça produit, mais le couple produit du stress, des dépenses superflues, du temps gâché, du plumage, de la détresse, des illusions, de l'espoir, du faux espoir. À partir de ce moment-là, je suis devenu MGTOW. Enfin, j'ai toujours été MGTOW. J'ai jamais été marié, jamais de copine, de couple, machin, monogame, exclusif, engagé, machin, les petites fleurs, Saint-Valentin, tout ça, n'existe pas. N'a jamais existé dans ma vie. Je suis né MGTOW, en fait. Je suis né avec l'éveil du MGTOW. J'ai pas eu besoin de passer par des drames, de passer par des divorces, par exemple. Est-ce que on peut dire la même chose dans l'investissement et dans le cadre de l'immobilier physique de base des gens ordinaires? Voilà. Or, préciser quand même que avoir des appartements à Paris, c'est pas non plus tout le monde qui peut faire ça, parce que c'est quand même très cher. Mais faire de l'immobilier physique, c'est un truc de base, c'est un truc classique, c'est un truc ordinaire, c'est un truc de normie. Mais est-ce que c'est mal pour autant? Alors, contrairement au couple, l'immobilier n'est pas une arnaque. Alors que le couple, lui, c'en est une. L'immobilier est même une des plus vieilles classes d'actifs.
Un peu d'ailleurs comme je veux dire, des trucs qui fonctionnent depuis longtemps et qui ont fait leurs preuves. C'est pas les Micheline de couple, mais c'est par exemple les gourgandines. Les gourgandines, c'est le plus vieux métier du monde. Ça fonctionne. Depuis des hommes d'il y a 5000 ans, en fait, je pourrais engager une discussion avec eux, une conversation avec eux, et on serait d'accord. Parce que c'est vrai. Ben, l'immobilier, c'est... attention, attendez, il n'y a pas que des avantages à l'immobilier, loin de là. Mais l'immobilier a fait ses preuves. Les rentiers sur les siècles passés, bah, c'était surtout des rentiers immobiliers, avec les fameux immeubles de rapport et les loyers qui tombent pour pouvoir ne pas travailler. Aujourd'hui, il y a d'autres formes, d'autres manières d'être rentier. Mais c'est quand même, ça a fait ses preuves sur des siècles, voire des millénaires. Parce que ça répond à un besoin fondamental qui existe depuis toujours et qui probablement existera toujours. Le besoin de se loger. C'est simple, c'est comme le besoin de manger, c'est comme le besoin de... Donc, besoin fondamental, réponse à ce besoin, loyer qui tombe dans la poche. Voilà. Le principe est validé. C'est pas comme le Bitcoin. Le Bitcoin, on ne sait pas où il va, c'est pas ce qu'il produit, c'est pas ce qu'il fait. Donc, sortir des sentiers battus, pour sortir des sentiers battus, pour dire je fais de l'investissement autrement, de l'investissement alternatif, eh bien je dis non. C'est un non quasiment, je veux dire, catégorique. C'est-à-dire que, contrairement aux machines de coupe qui ont fait leur preuve de leur... c'est catastrophique, l'investissement et les normes en matière d'investissement, les calculs de risque, les espérances de gains, les différentes classes d'actifs, tout ce qui a été fait dans le, on va dire dans le domaine académique, tout l'apprentissage qu'on a eu de tout ce qui s'est passé en matière d'investissement sur toutes les classes d'actifs, actions, obligations, monétaires, or, immobilier, etc., on a un historique, on a un track record. Et donc, en fait, bah, la norme, c'est pas si mal que ça. Et sortir de la norme pour sortir de la norme, je dis non. D'ailleurs, les rares fois où je suis sorti de la norme, c'est-à-dire je suis allé vers des investissements qui n'étaient pas classiques, des investissements un peu voilà, qui sortent de la norme, qui sortent des sentiers battus, bah, je me suis pris des grosses claques. Parce qu'en fait, c'est souvent très risqué et parfois on voit pas le risque, on le découvre au fur et à mesure. Et donc, je peux donner quelques exemples. Par exemple, le staking crypto. C'est pas tout le monde qui investit dans du staking crypto. On a vu ce que ça a donné avec l'UST Luna, on s'en souvient. Ne serait-ce que même investir via des plateformes crypto. C'est un peu novateur, on sort des sentiers battus, on est loin de l'immobilier physique, on est loin des actions, on est loin d'un petit compte titre, etc. Ouais. Sauf que le nombre de plateformes qui ont fermé boutique, bah, c'est énorme. Le crowdfunding, pourtant le principe est validé. Bah, voilà, prêter de l'argent pour investir dans l'immobilier, des projets de marchand de biens, de promotion, etc. Sauf que bah, c'est nouveau, c'est hors des sentiers battus et c'est chaud. C'est très très chaud. Plateforme qui ferme, projet avec des retards, impossibilité, pas d'argent pour faire des poursuites légales quand il y a des problèmes avec les marchands de biens, etc., etc., etc. C'est chaud. Immobilier tokenisé, je sors des sentiers battus. Je me fais exploser. Ok ? On est en attente, c'est même pas ce qui se passe. Dans la tourmente. Donc, en matière d'immobilier, en matière d'investissement globalement, bah, à faire des investissements solides, liquides, et qui ont fait leurs preuves dans l'histoire, je dis oui. Alors, ne pas réinventer la roue, ça veut dire investir sur des classes d'actifs qui ont fait leurs preuves, et c'est toujours les mêmes, actions, obligations, immobilier, or, monétaire, et je vais pas dire etc. parce que en fait, y a rien d'autre.
Tout le reste, ça veut pas dire qu'il faut pas investir dessus, mais ça veut dire qu'on sort des sentiers battus. Donc ça veut dire que on est dans un monde qui est un peu inconnu et on sait pas trop ce que ça va donner. On peut, je sais pas, condamner, allez, 5 à 10% de son portefeuille pour investir dans quelque chose d'un peu tordu, voilà. Mais c'est pas le gros de son patrimoine qu'il faut mettre là-dedans. Après, au niveau de est-ce qu'on doit forcément avoir de l'immobilier physique dans son patrimoine? La réponse est non. Chacun fait ses choix en conscience. Si certaines personnes, moi je connais des personnes qui sont 100% S&P 500, ils n'ont aucune autre classe d'actifs, mais ils ont décidé en conscience, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils font, ils croient savoir ce qu'ils font. Okay, ils n'ont aucune diversification, ils ont un seul courtier, ils ont S&P 500 100%. Il y en a d'autres qui sont 80% en Bitcoin, parce qu'ils se font un pari gigantesque. Ils pensent que c'est vraiment que toutes les autres classes d'actifs, c'est mort. Et il n'existe qu'une seule vraie monnaie, c'est le Bitcoin. Mais ils ont réfléchi en fait au sujet. Suffisamment ou pas suffisamment, je sais pas. Moi, je préfère diversifier et avoir mes petites répartitions. Mais on n'est pas obligé, surtout la nouvelle génération, n'est pas obligé d'avoir de l'immobilier physique et de se trimballer ce boulet, parce qu'il faut bien dire ce que c'est un gros boulet, l'immobilier avec plein de problèmes, surtout en Occident et en particulier en France. Bureaucratie, fiscalité, cata, les lois qui protègent les locataires, les impayés, les squatteurs, etc. Bon, bref, c'est plein de problèmes. Mais est-ce que pour autant, on doit faire une croix dessus? Parce que faire une croix sur l'immobilier physique, c'est faire une croix globalement sur les investissements physiques. Moi, j'ai fait le choix en conscience de garder de l'immobilier physique parce que je veux avoir des investissements physiques dans mon patrimoine. Je ne veux pas être à 100% en financier. Pourquoi? Parce que je vois toujours un risque dans les blocages de comptes, les blocages abusifs AML, de contrôle AML. J'en veux pas. Je veux pas être à 100% là-dedans. Donc, je veux une partie en physique. Qu'est-ce qu'il y a comme investissement physique? Il n'y en a pas 36. En réalité, ça se termine souvent en immobilier physique résidentiel et de l'or physique. C'est tout. Voilà. Il y en a d'autres, évidemment, mais pareil, on sort des sentiers battus. Donc, immobilier physique, en France, je les ai gardés. J'ai pas non plus réinvesti en France. En Thaïlande, j'ai investi aussi un petit peu. Ça représente 4-5% de mon patrimoine. Et voilà. C'est ce que j'ai fait. Quel est le pourcentage de mon patrimoine que je veux en immobilier physique? Je dirais que idéalement, ce sera autour de au moins, je dirais 25-30%. Là actuellement, je suis autour de 40%, donc c'est un petit peu trop, mais ça ne fait que diminuer. Je pense qu'à la base, j'étais plus un normie, puisque je viens de l'immobilier physique, puisque tous mes premiers investissements, c'était des investissements à Paris. Donc j'étais à 80-90% de mon patrimoine en immobilier physique. Donc ça ne fait que descendre, ça ne fait que plonger, et c'est voulu, en fait. Donc, à terme, en cible, on sera à un quart, à peu près, un tiers d'immobilier physique dans mon patrimoine. Voilà. Et c'est pas c'est pas par pur plaisir, hein, c'est vraiment parce que je veux pas tout mettre dans du financier, dans des comptes qui peuvent être bloqués à n'importe quel moment. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous voyez les choses, est-ce que vous vous considérez comme un normie parce que vous investissez dans l'immobilier physique, est-ce que ça fait sens ce concept de men going their own finance? Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.